Colette, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter tout simplement? Alors Colette Tron, je suis auteure, critique et je dirige une association qui est une sorte de laboratoire indépendant qui est basé à Marseille, qui est un espace d'expérimentation et de recherche sur les arts et les technologies. J'ai initié cette démarche au début des années 2000 où commençaient à arriver les technologies numériques dans le domaine artistique et qui transformaient évidemment considérablement les pratiques, qui transformaient aussi considérablement les formes et puis les représentations. Voilà, donc cet espace est aussi un espace critique. Donc dans cette structure qui s'appelle Alphabétville, j'ai pu inviter un grand nombre d'artistes, d'auteurs, de chercheurs, de théoriciens, d'historiens, de philosophes, dont Bernard Stiegler, que j'ai connu il y a une quinzaine d'années. Alors justement, on parle de Bernard Stiegler. Dans quelles circonstances est-ce que vous l'avez connu? Alors on a organisé une table ronde autour de justement les technologies numériques, le cinéma, les images en mouvement. Et c'était, je crois, en 2004, et on avait organisé une table ronde après la projection d'un film réalisé par Daniel Roth et David Barrison, qui sont deux Australiens, et qui s'appelle The Easter, d'après le titre d'un poème de Hölderlin qui avait été commenté par Heidegger. Et ce film est une traversée de l'Europe à la recherche de la pensée philosophique continentale, mais surtout pensée de la technique, où étaient interrogés plusieurs philosophes, dont Bernard Stiegler. Et c'est à l'occasion de cette table ronde qu'on a eu un premier contact. Et puis il est revenu quelques fois à Marseille, où on a eu d'autres occasions de se rencontrer et de discuter. Chez Bernard, qu'est-ce qui vous a attiré, qui a fait que vous avez voulu continuer à travailler avec lui, et sur quel thème? Alors justement, autour de ces années 2004-2005, il avait organisé un séminaire à Cerisy, je crois, qui s'appelait Repenser l'esthétique, la lutte pour l'organisation du sensible, suite auquel il avait publié les 2 tomes de La misère symbolique, et qui étaient effectivement sur l'esthétique et sur l'art, qui sont toujours mes champs de prédilection, qui sont les choses sur lesquelles je travaille, et qui pour moi donnaient des pistes absolument incontournables et qui rejoignaient des problématiques que j'essayais de travailler à partir des théories que je connaissais, qui étaient celles de la critique, de la théorie critique de l'école de Francfort et de la critique des industries culturelles. Et je m'interrogeais sur cette prégnance de l'industrie, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais sur son organisation et sa prise de terre, on va dire, sur le monde de la culture, le monde du rapport à la culture et le monde de l'art et les économies, les déséquilibres économiques qui pouvaient s'installer entre industrie culturelle et monde de l'art. Et c'était exactement les sujets sur lesquels réfléchissait Bernard Stiegler à cette époque-là, en introduisant de nouveaux paradigmes par rapport à l'école de Francfort, qui sont la question de la technique chez lui et de la technique considérée en tant qu'organe, et de la technique comme faisant partie du processus d'hominisation, dont on ne peut évidemment faire l'impasse, qui est vraiment incontournable. Et à partir de là, je me suis mis à lire ses livres assez régulièrement, et on a eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises à partir de cette période-là. Et il se trouve qu'aujourd'hui, après sa disparition, je me suis remise à lire ces ouvrages-là.
Et justement, on parlait de ces livres. Quel est celui qui a été le plus marquant pour vous? C'est difficile à dire. Je le lis régulièrement, à intervalles, avec intermittence et régularité en même temps, avec, on va dire, sans discontinuité. C'est quand même difficile à dire, mais je pense que celui qui m'a beaucoup touchée, et d'ailleurs c'était à peu près ces années-là aussi, c'est Aimer, s'aimer, nous aimer, qui évidemment essayait de faire le point sur... essayer de faire le point et de comprendre ce qui se passait dans nos sociétés au début des années 2000, à partir de deux événements. L'un qui est l'attentat des Tours Jumelles en 2001 à New York, et puis le premier vote massif Front National en France, le 21 avril 2002. Et on voit que presque 20 ans après, on en est toujours là. Donc voilà, c'était un... Et puis j'ai trouvé que dans ce texte-là, il y avait vraiment la volonté de comprendre ce qui se passait, la volonté de comprendre la souffrance du vote Front National, des gens qui votaient Front National, et cette empathie qu'a toujours eu Bernard Stiegler pour les autres, cette attention et cette amitié permanente et cette générosité voilà, qui est quand même assez rare. Dans ces années-là, il avait créé aussi Ars Industrialis. Et je crois que vous avez été la représentante d'Ars Industrialis à Marseille. Alors oui, effectivement, j'ai suivi la création d'Ars Industrialis en 2005. C'était vraiment dans la poursuite des questions qui m'animaient, hein, ce qu'il a très vite appelé le devenir ou l'avenir de la vie de l'esprit, qui va évidemment avec... ce monde qu'on essaie de soutenir, de ce monde vivable, de ce monde de la sublimation aussi, qui passe par la question du désir. Et ça, c'était vraiment le fondement d'Ars Industrialis. Il disait même que la relance de l'économie ne passerait que par la question de la refondation et de la réanimation du désir. Donc tout ça a été assez fondamental pour moi. J'ai suivi quand même Ars Industrialis d'assez loin pendant quelques années, puisque c'était quand même une association basée à Paris et qui développait ses activités notamment à Paris, en dehors d'une dimension internationale de la pensée de Bernard Stiegler et de ses interventions. Et puis quelques années après, je suis rentrée au conseil d'administration de l'association, et c'est là que j'ai commencé à mener un atelier à Marseille, qui s'est fait de façon assez modeste mais assez régulière, voilà, qui a permis, alors la grande force de la pensée de Bernard Stiegler, c'est qu'elle est assez large, elle brasse assez large, il avait des capacités de compréhension de mondes assez divers, hein, que ce soit le monde de l'art, le monde de l'économie, le monde de la psychologie, du psychisme, et du coup il brassait beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup de disciplines, et ça a été une richesse incroyable. Et je pense que tous ces gens qui se sont croisés, même s'ils n'ont rien produit ensemble, ça a contribué évidemment à s'enrichir les uns les autres et à se capaciter, pour reprendre sa terminologie. Très bien. Dernière question, c'est est-ce que vous auriez aimé répondre à une question que je ne vous ai pas posée sur le sujet? Voilà. Enfin, si vous avez quelque chose de personnel à dire. Alors, ce que j'ai de personnel à dire, c'est que sa disparition est vraiment une tragédie. On est tous extrêmement tristes, et que c'est une très grande perte, pas seulement pour ses amis. Je pense que pour les années qui viennent, il était en train de développer un certain nombre de problématiques, notamment liées à la situation du monde, à l'avenir, la création de l'association des Amis de la génération Thunberg, en associant des jeunes à cette réflexion et à cette capacité de projeter un monde qui se relève, hein, qui ne s'effondre pas. Avec toutes ces dimensions à la fois économiques, politiques, sociales, environnementales, écologiques. Voilà, et
d'un monde qui tient. Il avait cette expression, ce par quoi le monde tient. Donc voilà, il nous manque pour faire tenir ce monde. Merci.